Chapitre 6. Agrafé à la selle de son cheval sauteur, Médard de Terralba escaladait et descendait de bonne heure les falaises et se penchait vers la vallée qu'il scrutait d'un œil de rapace. C'est ainsi qu'il aperçut la bergère Paméla entourée de ses chèvres au milieu d'un pré. Le vicomte se dit « Parmi mes sentiments aigus, je n'ai rien qui corresponde à ce que les gens entiers appellent l'amour. Si pour eux, un sentiment aussi nié a une telle importance, ce qui pourra chez moi correspondre à cette passion-là sera certainement magnifique et terrible. » Il décida de tomber amoureux de Paméla, laquelle, grassouillette et nu-pied, vêtue d'une petite robe rose toute simple, était vautrée à plat ventre dans l'herbe, somnolent, parlant avec ses chèvres ou reniflant des fleurs. Mais ces sentiments froidement formulés ne doivent pas nous induire en erreur. À la vue de Paméla, Médard s'était senti dans le sang un mouvement confus, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, et c'est avec une hâte apeurée qu'il s'était précipité sur ses raisonnements. À midi, sur le chemin de son retour, Paméla vit que toutes les marguerites des prés n'avaient plus qu'une moitié de leurs pétales. L'autre moitié de la corolle était effeuillée. Hélas, pensa-t-elle, de toutes les filles de la vallée, il fallait que ça m'arrive juste à moi. Elle avait compris que le vicomte était tombé amoureux d'elle. Elle cueillit toutes les moitiés des marguerites, les emporta chez elle et les plaça dans son livre de messe. Dans l'après-midi, elle s'en fut auprès des nonnes pour faire pâturer ses canards et les faire nager dans l'étang. Le pré était parsemé de blanches fleurs de panais, mais ces fleurs avaient eu le même sort que les marguerites. On eût dit qu'une partie de chaque corymbe avait été emportée d'un coup de ciseau. « Pauvre de moi, se dit-elle, c'est vraiment moi qui veux. » Elle fit un bouquet des panais pourfendus et les passa dans l'encadrement de la glace de la coiffeuse. Ensuite, elle n'y pensa plus. Elle attacha sa natte autour de sa tête, ôta sa robe et prit un bain dans le petit lac avec ses canards. Le soir, pour rentrer chez elle, elle traversa des prés remplis de pissenlits, dits également dents de lion, et Paméla vit qu'ils avaient perdu leur aigrette d'un seul côté, comme si quelqu'un s'était étendu à terre pour souffler dessus d'un seul côté, ou bien avec une demi-bouche. Paméla cueillit quelques-unes de ces demi-boules blanches, souffla dessus, et leur léger duvet s'envola bien loin. « Là de moi, pensa-t-elle, il me veut vraiment. Comment cela finira-t-il ? » La maison de Paméla était à ce point petite qu'une fois qu'on avait fait entrer les chèvres au premier étage et les canards au rez-de-chaussée, on n'y tenait plus. Tout autour, elle était entourée d'abeilles parce que ces gens avaient des ruches, et sous terre, c'était rempli de fourmilières. Il suffisait de poser la main n'importe où pour la voir noire et fourmillante. Étant donné cette situation, la mère de Paméla couchait dans la meule de paille, son père dans un tonneau vide, et Paméla dans un hamac tendu entre un olivier et un figuier. Sur le seuil, Paméla s'arrêta. Il s'y trouvait un papillon mort. On lui avait écrasé sous une pierre une aile et la moitié du corps. Paméla poussa un cri aigu et elle appela son père et sa mère. « Qui est venu ici ?» demanda Paméla. « Notre vicomte est venu il y a un moment, » dirent le père et la mère. « Il a dit qu'il poursuivait un papillon qui l'avait piqué. »« Quand les papillons ont-ils jamais piqué quelqu'un ?» dit Paméla. « Bah, nous nous le demandons aussi. »« La vérité, » dit Paméla, « c'est que le vicomte est amoureux de moi, et que nous devons nous attendre au pire. »« Ne te monte pas la tête, n'exagère rien, » lui répondirent les vieux. Le lendemain, lorsqu'elle arriva à la pierre sur laquelle elle avait l'habitude de s'asseoir quand elle gardait ses chèvres, Paméla poussa un hurlement. La pierre était souillée d'horribles restes. C'était une moitié de chauve-souris et une moitié de méduse, l'une suintant de sang noir, l'autre une matière visqueuse, l'une l'aile étendue, l'autre étalant de molles franges gélatineuses. La bergerette comprit que c'était un message. Cela voulait dire « Rendez-vous ce soir au bord de la mer ». Paméla s'exhorta au courage et s'y rendit. Au bord de la mer, elle s'assit sur les galets en écoutant le bruit des vagues blanches. Un piétinement sur les galets. Médard galopait sur le rivage. Il s'arrêta, se décrocha, descendit de sa selle. « Moi,
Paméla, j'ai décidé d'être amoureux de toi, lui dit-il. C'est pour cela, s'insurgea-t-elle, que vous martyrisez toutes les créatures de la nature? Paméla, soupira le vicomte, nous n'avons aucun autre langage pour nous parler en dehors de celui-là. Toute rencontre de deux êtres dans le monde les fait se déchirer. Viens avec moi. Je connais ce mal et tu seras plus en sécurité qu'avec n'importe qui d'autre. Parce que moi, je fais du mal comme tout le monde, en fait. Mais à la différence des autres, j'ai la main sûre. Et vous me martyriserez, comme les marguerites et les méduses? Ce que je ferai avec toi, je ne le sais pas. Certainement, le fait de t'avoir me rendra possible des choses que je ne peux même pas imaginer. Je t'emmènerai au château. Je te garderai là. Personne d'autre ne te verra, et nous aurons des jours et des mois pour comprendre ce que nous devons faire, et inventer toujours de nouveaux moyens pour rester ensemble. Paméla s'était étendue sur le gravier, et Médard s'était agenouillé près d'elle. En parlant, il gesticulait, il l'effleurait de la main, mais sans la toucher. « Eh bien moi, je dois savoir d'abord ce que vous me ferez. Vous pouvez bien m'en donner un échantillon maintenant. Alors je déciderai si je viens ou non au château. » Lentement, le vicomte approcha sa main étroite et crochue de la joue de Paméla. Cette main tremblait. On ne comprenait pas si elle se tendait pour une caresse ou une égratignure. Mais Médard n'avait pas encore touché Paméla qu'il retira brusquement sa main et se releva. « C'est au château que je te veux, » dit-il en se hissant à cheval. « Je vais préparer la tour où tu habiteras. Je te laisserai encore un jour de réflexion, après quoi il faudra te décider. » Ceci dit, il éperonna son cheval et quitta la plage. Le lendemain, Paméla monta comme d'habitude sur le mûrier pour cueillir les mûres. Elle entendit gémir et battre des ailes au milieu du feuillage. Elle faillit tomber d'épouvante. À une branche haute, un coq était attaché par les ailes, tandis que de grosses chenilles bleues et velues le dévoraient. On lui avait posé juste sur la crête un nid de chenilles processionnaires, vilains insectes qui vivent sur les pins. C'était certainement un autre des horribles messages du vicomte, et Paméla l'interpréta. « Demain à l'aube, nous nous verrons dans le bois. » Sous prétexte d'aller remplir un sac de pignes, Paméla monta au bois, et Médard déboucha de derrière un tronc en s'appuyant sur sa béquille. « Alors, tu te décides à venir au château » demanda-t-il à Paméla. Paméla s'était étendue sur les aiguilles de pin. « Je suis décidée à ne pas y aller, » dit-elle en se retournant à peine. « Si vous me voulez, venez me retrouver ici, dans le bois. »« Tu viendras au château. La tour où tu dois habiter est prête, tu en seras la seule maîtresse. Vous voulez me garder prisonnière là-dedans, et au besoin me faire brûler par l'incendie ou ronger par les rats. Non, je vous l'ai dit, je serai votre, si vous le voulez, mais ici, sur les aiguilles de pin. » Le vicomte s'était accroupi près de sa tête. Il avait une aiguille de pin à la main. Il l'approcha de son cou et la lui passa tout autour. Paméla se sentit la chair de poule, mais elle ne broncha pas. Elle voyait le visage du vicomte penché sur elle, un profil qui restait profil même vu de face, et une demi-rangée de dents qui découvrait un sourire en ciseaux. Médard serra l'aiguille de pin dans sa main et la brisa. Il se releva. « C'est enfermé au château que je veux t'avoir, enfermé au château !» Paméla comprit qu'elle pouvait se risquer. Aussi répondit-elle, tout en agitant ses pieds nus en l'air. « Ici, dans les bois, je ne dis pas non. Enfermé, plutôt mourir. »« Je saurais bien t'y emmener, » dit Médard en posant la main sur l'épaule de son cheval, qui s'était approché comme s'il passait par hasard. Il monta sur l'étrier, éperonna la bête à travers les sentiers de la forêt et disparut. Cette nuit-là, Paméla dormit dans son hamac entre l'olivier et le figuier, et le matin, horreur, trouva dans son giron une petite charogne sanglante. C'était un écureuil fendu en long comme toujours, mais sa queue fauve était intacte. « Hélas, pauvre de moi, dit-elle à ses parents, ce vicomte ne me laisse pas de répit. » Son père et sa mère se passèrent l'un à l'autre la charogne d'écureuil. « Cependant, dit le père, il a laissé la queue intacte. C'est peut-être bon signe. »« Peut-être commence-t-il à devenir bon, dit la mère. »« Il coupe toujours tout en deux, dit le père.
Mais ce que l'écureuil a de plus beau, sa queue, il l'a respectée. Peut-être, fit la mère, ce message veut-il dire que ce que tu as de beau et de bon, il le respectera. Paméla s'arracha les cheveux. Que faut-il entendre de vous, mon père et ma mère? Il y a quelque chose là-dessous. Le vicomte vous a parlé. Il ne nous a pas parlé, dit le père, mais il nous a fait savoir qu'il veut venir nous trouver et qu'il s'intéressera à notre misère. Père, s'il vient te parler, ouvre les ruches et lance les abeilles contre lui. Fille, dit la vieille, peut-être maître Médard devient-il meilleur. Mère, s'il vient vous parler, attachez-le sur la fourmilière et laissez-l'y. Cette nuit-là, la meule de paille dans laquelle dormait la mère flamba, et le tonneau où le père dormait s'éventra. Au matin, les deux petits vieux contemplaient les débris du désastre quand le vicomte se montra. « Je regrette de vous avoir fait peur cette nuit, dit-il, mais je ne sais pas comment entrer dans le sujet. Le fait, c'est que votre fille Paméla me plaît et que je voudrais l'emmener au château. C'est pourquoi je vous demande formellement de la remettre entre mes mains. Sa vie changera et la vôtre aussi. Imaginez si nous ne serions pas contents, nous autres, seigneur, dit le vieux. Mais si vous savez quel caractère elle a, ma fille, songez qu'elle m'a dit d'exciter contre vous les abeilles du rucher. Imaginez un peu, seigneur, dit la vieille. Imaginez qu'elle m'a dit de vous attacher sur la fourmilière. Heureusement que Paméla rentra de bonne heure ce jour-là. Elle trouva son père et sa mère bâillonnés et liés l'un sur le rucher, l'autre sur la fourmilière. Heureusement aussi que les abeilles connaissaient le vieux et que les fourmis avaient autre chose à faire que de piquer la vieille. C'est ainsi qu'elle put les sauver tous les deux. « Vous avez vu comme il est devenu bon, le vicomte » dit Paméla. Mais les deux vieux couvaient quelque chose. Le lendemain, ils attachèrent Paméla, l'enfermèrent dans la maison avec ses bêtes et s'en furent au château dire au vicomte que s'il voulait leur fille, il pouvait l'envoyer chercher. Qu'eux étaient tout disposés à la lui livrer. Seulement, Paméla savait parler à ses bêtes. Les canards à coups de bec la délivrèrent de ses liens. Les chèvres à coups de cornes défoncèrent la porte. Paméla s'enfuit en emmenant sa chèvre et sa canne préférée et s'en fut vivre dans les bois. Elle logea dans une grotte connue d'elle seule et d'un enfant qui lui apportait de la nourriture et des nouvelles. Cet enfant, c'était moi. Avec Paméla, il faisait bon vivre dans le bois. Je lui apportais des fruits, du fromage et des poissons frits, et elle, en échange, me donnait quelques tasses du lait de sa chèvre et quelques œufs de sa canne. Quand elle se baignait dans les étangs et dans les ruisseaux, je montais la garde pour qu'on ne la vît pas. Parfois, mon oncle traversait le bois, mais il restait à distance, bien que manifestant sa présence de sa triste façon habituelle. Parfois, un éboulis de pierre effleurait Paméla et ses bêtes. Parfois, le tronc d'un pin auquel elle s'appuyait cédait, miné à la base à coups de hachette. Parfois, on découvrait qu'une source avait été souillée par des cadavres d'animaux, tués par le vicomte. Mon oncle s'adonnait à la chasse avec une arbalète qu'il parvenait à manœuvrer avec son bras unique, mais il était devenu encore plus sombre et plus fluet, comme si de nouvelles peines rongeaient son reste de corps. Un jour, le docteur Trelawney se promenait avec moi à travers champs, quand le vicomte à cheval vint à notre rencontre et le fit tomber, risquant de l'écraser. Le cheval s'arrêta, le sabot posé sur la poitrine de l'Anglais, à qui mon oncle demanda « Expliquez-moi cela, docteur. J'ai la sensation que ma jambe absente est fatiguée, comme d'avoir trop marché. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Trelawney perdit contenance. Il balbutia ainsi que d'habitude, et le vicomte disparut au galop. Mais sa question devait avoir frappé le docteur, qui se mit à y réfléchir en se tenant la tête à deux mains. Jamais je ne lui avais vu un tel intérêt pour une question de médecine humaine.